Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. On a tous des idées de business. La différence, c'est qu'une poignée seulement d'entre nous les exécute. La première chose à faire quand on se lance, c'est de créer son site internet. Et pour ça, Squarespace, c'est le meilleur. Squarespace, c'est la plateforme de site web tout en un, conçue pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et de réussir en ligne, et ce, que vous en soyez au stade du lancement de votre activité ou que vous ayez déjà une entreprise bien établie. Squarespace, c'est une plateforme tout en un parce que, d'abord, Squarespace permet de créer facilement sans avoir à coder un site professionnel, design et efficace en un minimum de temps, même pour les non-techniciens comme moi. Vous obtenez votre nom de domaine, vous trouvez un nom pour votre entreprise grâce au générateur de noms de Squarespace et vous avez accès à des templates de sites web personnalisables et qui s'adaptent à vos besoins pour créer des sites beaux et design en un temps record grâce à l'outil IA de Squarespace. Vous avez accès à des templates pour tous les types de projets, que ce soit pour un blog, un portfolio, un site de vente de produits en ligne, de formation en ligne grâce à l'intégration de vidéos derrière un paywall, un site de vente de coaching avec la fonction de prise de rendez-vous intégrée, ou encore un site pour votre podcast avec la possibilité d'intégrer des audios. Le site internet, c'est ce qui va professionnaliser votre activité et vous donner tout de suite une légitimité sur le web. Et ensuite, pour gagner en visibilité et attirer des clients rapidement, vous avez l'outil SEO intégré qui va vous permettre d'être bien référencé sur Google sans être un pro du métier. Et si vous faisiez enfin partie de ceux qui osent mettre leurs idées à exécution? Concrétisez votre projet sur squarespace.com/OLR10, Squarespace SQUARESPACE, pour essayer gratuitement Squarespace pendant 14 jours. Et ensuite, vous économisez 10% avec le code OLR10 sur votre première commande de site web ou de domaine. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, squarespace.com/OLR10. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Flavie Prévost. Après avoir été directrice commerciale à La Poste puis Sixt, Flavie a tout plaqué pour devenir solopreneur. Elle a fondé le premier incubateur de solopreneurs et est l'host du podcast Le Board, le podcast numéro 1 du soloprenariat. Si vous vous demandez aussi ce que c'est d'être solopreneur, c'est créer un business qui ne dépend pas de son temps et qui peut se multiplier à l'infini, en vendant par exemple des formations, un logiciel, avec un média comme un podcast, et faire appel à des freelances plutôt qu'à des employés pour développer son activité pour garder sa liberté. Avec une mère prof de français, Flavie était la bonne élève. Après une prépa à une école de commerce, Flavie devient manager à La Poste et monte les échelons très rapidement jusqu'à devenir directrice régionale et manager une équipe de 250 personnes à 30 ans seulement. Elle rejoint ensuite le comité de direction Sixt pour développer Sixt en France et gagne un salaire à 6 chiffres. C'est en plein Covid, par ennui et par manque de créativité que Flavie lance son podcast Le Board, où elle interviewe des freelances en parallèle de son job. Aujourd'hui, Flavie est solopreneur à temps plein. Elle partage son temps entre son incubateur de solopreneurs, son podcast Le Board et son émission Solo Nation sur YouTube. Elle est également l'auteure du livre Salarié diversifié, où elle donne des conseils sur comment lancer un business en parallèle de son job salarié. Alors avec Flavie, on a évoqué son syndrome de la bonne élève, comment elle a réussi à gravir les échelons aussi rapidement à La Poste aussi jeune, les difficultés du management, sa passion pour l'entrepreneuriat, comment oser se lancer sur les réseaux et dépasser la peur du regard des autres, et ses conseils pour devenir solopreneur en gardant la sécurité de son job salarié. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Flavie. Bonjour Flavie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Claire-Vie, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Alors, Flavie, 40 ans, fraîchement, depuis 1 mois. Félicitations. Voilà, j'essaye de bien le vivre. Je suis installée à Nantes depuis 3 ans et quelques. Je suis aujourd'hui solopreneur, donc c'est un nouveau mot qui
qui définit les gens qui décident d'entreprendre tout seuls, sans employé, sans associé. Bon, on en parlera, c'est un mot un peu tendance qui vient des États-Unis. Et voilà, et j'ai 2 enfants de 5 ans et demi et 3 ans et demi. Et puis sinon, dans ma vie perso, à part l'entrepreneuriat et les podcasts, j'essaye de faire un peu de surf. Je suis un peu une éternelle débutante, mais c'est un sport que j'adore, donc voilà. Le projet Nantes, c'était aussi me rapprocher de la mer pour, pouvoir en faire un petit peu plus. Et alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement, on y reviendra plus tard, mais ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai créé, Le Board. Donc Le Board, c'est un podcast que j'ai lancé à l'époque quand j'étais salariée, que j'étais membre d'un board, donc d'un comité de direction et qui est devenu aujourd'hui, un podcast qui est le premier podcast sur les solopreneurs et les freelances en France et donc voilà, c'est un podcast que j'anime depuis maintenant 5 ans et du coup, autour du podcast, j'ai construit un peu tout un petit monde adapté à des gens qui veulent entreprendre en freelance, en solopreneur. Donc j'ai construit un incubateur pour solopreneurs qui aujourd'hui me génère, l'essentiel de mon chiffre d'affaires. J'ai, écrit, aussi, 2 livres, de salariés à freelance et salariés diversifiés. Enfin voilà, donc moi j'appelle ça un média et autour, j'apporte du service, des formations et de l'accompagnement aux freelances et solopreneurs. Alors, ce qui est super intéressant, c'est que tu t'es lancée en plein Covid et avant ça, tu as été salariée pendant 13 ans. Donc, quand même un petit bout de temps. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc tu as commencé d'abord par une école de commerce et puis, voilà, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, voilà, comment tu as été décidée de faire une école de commerce et puis ensuite, comment tu t'es, dirigée vers ton poste de directrice commerciale? Un peu, qu'est-ce qui t'a motivée à être d'abord salariée? Eh ben, écoute, oui, à l'époque, je ne connaissais pas du tout cet univers, du freelancing et d'ailleurs, j'ai pas du tout d'animosité contre le salariat parce qu'aujourd'hui, c'est un peu la mode, un peu la guéguerre. Je sais pas si tu vois un peu cette tendance où genre, il y a les salariés d'un côté, il y a les entrepreneurs de l'autre, ça bitch un petit peu. Moi, c'est pas du tout mon état d'esprit parce que j'étais une heureuse salariée jusqu'à ce que je découvre l'entrepreneuriat, un peu par hasard et voilà, écoute, moi, je pourrais me qualifier d'élève modèle un peu, tu vois? En gros, j'étais bonne à l'école, j'aimais bien ça. Ma mère était prof de français, peut-être que ça joue, j'en sais rien. Je pense que tu peux virer soit complètement cancre un peu pour être rebelle, soit au contraire être bon à l'école. Donc voilà, j'ai suivi un peu la voie royale, un bac scientifique parce que c'est ce qu'il fallait pour avoir les bonnes matières, nin nin nin. Ensuite, j'ai fait une école de commerce parce que j'étais quand même quelqu'un d'assez généraliste. J'aimais bien aussi, un peu toutes les matières. Je savais pas du tout ce que je voulais faire dans la vie, absolument 0 idée. Donc j'avais pas de métier phare. Et puis après, dès que j'ai commencé ma carrière, moi j'étais passionnée à la base de culture. Donc j'ai quand même travaillé dans la culture. Donc j'ai travaillé au début au musée du Louvre. Après, j'ai travaillé dans le service public ou un petit peu ce qui s'en rapproche parce que j'ai travaillé à la Poste et ensuite j'ai travaillé vraiment dans le privé chez Sixt, la mobilité. Et pour te dire, en gros, j'ai quand même eu un petit côté carriériste. Moi, pour moi, c'était important voilà, d'évoluer vite dans les entreprises. Moi, je voulais pas, enfin, je sais pas, j'avais de l'ambition, j'étais motivée et là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai été très vite à des postes, à responsabilité, notamment quand j'ai intégré le groupe La Poste où en fait, j'ai profité d'un dispositif où ils cherchaient des jeunes managers pour un peu rajeunir, la moyenne d'âge des managers qui, je me rappelle, à l'époque, étaient de 52 ans. Tu vois, c'est assez âgé et en fait, nous, ils nous ont pris vers 25 ans pour faire un petit programme. On était 10 et un peu une sorte de graduate programme où ils nous ont, formés à plein de trucs et ils nous ont mis en poste de responsabilité et là, en gros, je me suis retrouvée à 25 ans, enfin, je te passe quelques étapes, mais rapidement, directrice de région avec 250 personnes à manager et là, je me suis vraiment retrouvée dans le bain de ce qu'on appellerait le management opérationnel, qui est une super bonne école. J'ai appris énormément de choses. En même temps, c'était aussi assez dur. Voilà et ensuite dans la suite de ma carrière, j'ai eu plusieurs postes, de direction et c'est souvent des postes qui mixent un peu manager les gens, les RH, mais manager aussi quand même le chiffre. Parce que l'opérationnel, c'est quand même, faire le chiffre d'affaires que le réseau attend de faire et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée dans des postes un peu hybrides entre directrice des opérations et directrice commerciale et ensuite directrice, du coup, de la performance commerciale chez Sixt. Donc c'est un peu un mix entre la directrice des opérations et le directeur commercial B2B. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es solopreneur. Tu as eu un dégoût, de manager autant de personnes. Écoute, tu sais quoi? C'est quand même dommage parce que je me suis dit, à la base, c'est quand même complètement con d'avoir 13 ans d'expérience managériale intensive et de pas l'utiliser dans ton métier. Mais finalement, je pense que je l'utilise énormément. On en reparlera plus tard, mais je travaille avec des freelances déjà, je suis pas complètement seule. Je mobilise beaucoup de personnes, de communautés et cetera
tout ce savoir-faire, l'influence aussi, c'est important parce que c'est quelque chose d'hyper important pour faire passer ses idées, je le réutilise et justement, je pense aussi le côté voir ce que ça impacte, comme dans ta vie d'être manager, d'avoir tout le temps des entretiens de performance, des trucs, des machins à faire, qui se répètent, des routines managériales. Ça m'a donné envie de construire une vie, plus libre et d'où aussi l'attrait que j'ai eu pour ce soloprenariat où je me suis dit: «Waouh, on peut être entouré mais sans avoir le côté mauvais côté de» tu vois ce que c'est d'une équipe, qui attend après toi et cetera donc j'ai tiré du positif, j'en ai tiré des compétences qui ont été extrêmement utiles pour mon parcours de freelance mais clairement, je me suis dit: «Bon, bah, ça va, j'ai fait pendant 10 ans, des recherches dans ce domaine-là et tout. Maintenant, j'ai aussi le droit de retrouver un petit côté artisan dans ma vie». Oui, parce que c'est vrai que quand tu es manager, tu as un peu ce côté, enfin, avec des salariés, un petit peu revendication personnelle, gérer les conflits internes, que tu as pas après quand tu travailles avec, des freelances. Beh, en fait, c'est vrai que là, j'ai découvert, la coopération avec des freelances, c'est très, très agréable parce qu'en gros, tu as des experts, qui sont, autonomes et qui réalisent un certain résultat que tu attends d'eux et qui te demandent pas à chaque étape, «Est-ce que j'ai bien fait? Quel est le sens de ma vie? Est-ce que tu peux me former? C'est quand ma prochaine promotion?» donc en fait, il y a ce petit côté horizontalité qui est très agréable. Tu as plus l'impression de travailler avec un partenaire business qu'avec un subalterne, un salarié et tout et ça, je trouve ça très cool et moi-même aussi, j'ai adoré être freelance, auprès des entreprises parce que tu as quand même un peu plus de liberté de ton que quand tu es employé et même si moi je m'entendais extrêmement bien avec mes anciens managers, je leur aurais pas non plus tout dit à 100. Il y avait toujours un petit côté déférence où bon, bah, tu penses quand même à ta carrière, tu réfléchis à 17 fois avant de dire un truc. Moi, j'étais quand même la seule femme, la seule jeune et tout en comité de direction. Je devais quand même faire un petit peu attention, enfin, je dis pas que c'était un terrain miné, mais quelque part pour, dans certaines situations, tu peux te sentir un peu comme ça en tant que femme, dans ces endroits-là. Et d'ailleurs, comment ça s'est passé pour toi en tant que femme, donc d'être, une aussi, jeune manager femme, dans des environnements quand même, comme la poste est quand même assez conservateur, et assez old school? Comment ça s'est passé un petit peu? Ben, en fait, moi, ça a été hyper formateur. C'est là que j'ai tout appris. Donc, comme j'étais bonne élève, j'ai quand même grosso modo appliqué les conseils parce que le management, quoi qu'on te dise, c'est pas du charisme. C'est surtout, ben, si déjà on t'apprend à faire les choses. Par exemple, apprendre à écouter, apprendre à gérer la discipline, apprendre à faire une réunion qui est pas chiante, tout ce genre de trucs. Donc déjà, je pense qu'il y a quand même, allez, on va dire 80 de technique. Après, je pense qu'il faut aimer ça aussi. Moi, j'ai toujours bien aimé. J'étais quand même bah, quand j'étais élève en école de commerce, présidente d'association, tous ces trucs-là, je pense que j'avais un peu la fibre managériale. J'étais capitaine de mon équipe de volley. Enfin, tu vois, il y avait un peu ce petit côté, je pense que j'aimais bien ça, le groupe. Après, bah, ça t'apprend l'humilité de toute façon parce que tu te rends compte que des fois tu croises des gens, ils sont en conflit direct, ne serait-ce que parce que tu as l'âge de leur fille, ou parce qu'ils voulaient ton poste et en fait, ils sont vénères donc bon, bah, tu dois, composer avec. Bah, après non, je pense que ça s'est bien passé. Évidemment, voilà, je pense que tu passes par tous les affres, de ça. Je pense aussi ce que j'ai appris, c'est l'importance de l'influence. C'est-à-dire que il y a pas que être un bon manager, manager ses équipes, il y a aussi comment influencer en amont, donc son propre manager, son comité de direction, avoir une influence aussi transverse avec ses pairs et en fait, j'ai compris que le management, c'était beaucoup plus 360 que ce qu'on pense et à mon avis, c'est ce qui fait que beaucoup de managers sont malheureux. Ils s'entendent bien avec leur équipe, mais avec le reste de l'entreprise, ça cohabite pas bien et c'est là qu'il faut faire preuve un peu de sens politique et toutes ces choses-là qui sont du coup un autre jeu. Donc faut pas ne plus non plus manager son équipe, mais quelque part, en gros, on manage tous azimuts, on manage pas que en dessous de soi. Et alors, comment avoir une bonne influence? Alors, ben, vaste question. Là, c'est pareil, il y a des techniques aussi. Moi, je me rappelle, j'avais lu il y a longtemps, Influence et manipulation de Cialdini. C'est un formateur d'ailleurs en management qui m'avait conseillé, qui m'avait dit: «Bon, bah, si tu es manager, faut que tu lises ce livre». J'ai pas compris au début. Enfin, tu vois, il décortique, toutes les techniques, d'influence. Donc influence, c'est les mêmes techniques que la manipulation, mais c'est juste à des fins positives. Par exemple, influencer quelqu'un à arrêter de fumer, tu vois? Donc c'est bon pour lui, mais tu vas quand même utiliser les mêmes techniques que ce que tu ferais si tu fais une pub pour Coca, pour lui donner envie de boire du Coca, d'accord? Donc passer ce gap un peu de est-ce que c'est, valable ou non d'apprendre ces méthodes, c'est plutôt à quoi tu les utilises après. Et donc, bah, je sais pas, j'ai compris des choses importantes comme par exemple, le fait que si les gens t'aiment bien, ils vont plus, respecter, tes idées, si vous vous ressemblez.
La réciprocité, le fait de rendre service pour qu'ensuite ils te rendent service. Je sais pas, le fait de penser à l'autre aussi dans l'équation, c'est-à-dire que toi, tu as quelque chose à atteindre, tu peux pas l'atteindre sans les autres, donc le fameux «What's in it for me?» c'est-à-dire, les autres, quel est l'intérêt qu'ils ont à te suivre, en fait? Et tant que tu as pas compris ça, voilà, personne va te suivre. Donc moi, je me mettais toujours à la place des différents niveaux hiérarchiques et l'avantage aussi à la Poste, c'est que j'ai travaillé avec, du coup, un gros râteau entre le top management un peu feutré, les moquettes feutrées au siège et les guichetiers ou les facteurs qui sont quand même, du coup, souvent très opposés un peu à ce patronat et cetera. Donc là, tu fais le grand écart entre les 2 et tu dois faire en sorte que la moquette feutrée soit, contente de toi et faire quand même travailler des gens qui travaillent des fois dans des conditions difficiles où il y avait, je sais pas moi, des grèves, des braquages, tout un tas de trucs de la vraie vie qui semblent bien loin des environnements feutrés du siège. Donc ça aussi, je pense que faire ce grand écart, ça m'a appris à comprendre que, tout le monde comprend pas les événements ou les indicateurs ou les objectifs de la même manière et c'est OK, en fait, c'est normal. Ouais, il t'a appris à communiquer, à t'adapter aux autres. Alors, tu as fait ça pendant 13 ans quand même. Un petit peu avant de démissionner et de faire le switch complet, tu t'es lancé en plein Covid. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça t'est venu? Est-ce que tu étais déjà passionné par l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le moment du Covid qui t'a donné envie de te lancer? Bah, ouais, clairement, je pense que, comme tout le monde, on cherchait des activités un petit peu, non? Parce que il y en a qui faisaient la cuisine. Moi, je suis pas très, très bonne en cuisine. J'avais, j'ai retrouvé du temps aussi parce que quand j'étais, chez Sixt, directrice France, j'étais tout le temps en déplacement sinon. Donc en France ou en Allemagne, je travaillais beaucoup avec le siège aussi en Allemagne. Donc d'un coup, tu te retrouves là derrière ton ordi, tu as quelques réunions Teams, mais tu as du temps libre. Donc j'ai commencé à faire comme tout le monde, à regarder, je crois, des lives, sur LinkedIn, sur YouTube, sur les entrepreneurs et moi, ça a tout de suite flatté mon côté, créatif. En gros, moi, je suis quelqu'un de très avec 1000 idées à la minute et j'étais déjà comme ça salariée et de temps en temps, ça me joue un peu des tours parce que mes équipes, ils me disaient: «Oh non, s'il te plaît, pas encore une énième idée». Mon chef me disait: «Bon, c'est bien tout ça Flavie, c'est vraiment bien, mais on peut peut-être en garder un peu sous le coude». Sous-entendu: «Bon, là, il y a ça à faire, let's go, puis le reste, on verra plus tard». Donc je rangeais un peu mon train et je pense que j'ai vu dans l'entrepreneuriat, tu vois, ce côté, waouh, des gens créatifs qui se lancent et tout. Par contre, j'avais très, très peur d'y aller parce que, pour moi, ça voulait dire, perdre, mon poste, perdre mon statut. Moi, j'avais quand même le plus gros salaire du couple, tu vois? Donc j'avais ce petit côté bon élève aussi attaché à moi où je me voyais pas du tout, tout abandonner et finalement, ce qui m'a «sauvée» entre guillemets, c'est encore le côté scolaire. C'est que j'avais une idée de business, donc je suis allée rejoindre un incubateur de start-up avec cette idée, Willa, les femmes dans la tech. Ils m'ont pris et en fait, l'incubateur, c'est comme un peu un apprentissage accéléré de l'entrepreneuriat et tu dois, tester ton idée et du coup, grâce à cet apprentissage, je me suis mis dans la peau d'un entrepreneur. Je pouvais combiner ça avec mon métier, tu vois, soirée, week-end et comme ça, j'ai fait un peu les 2 et en fait, je me suis beaucoup plus épanouie dans cette posture de faire les 2 où je prenais pas vraiment un grand risque et d'ailleurs, je me suis rendu compte que c'était même une bonne idée de faire ça, quoi. Parce que tu vois, moi, j'avais l'image de l'entrepreneuriat qui plaque tout pour devenir entrepreneur, mais heureusement que j'ai pas fait ça. Parce qu'en gros, je pense que je savais rien faire. Donc, faire les 2 pendant un moment et j'ai lancé mon podcast dans ce contexte-là, à la base pour me servir, d'acquisition client pour ma future start-up et c'est ça qui m'a permis pendant 2 ans, on va dire, d'apprendre l'entrepreneuriat, d'être vraiment prête à entreprendre derrière. Donc, tu avais déjà l'idée de le board comme c'est actuellement. C'était quoi ton projet à l'époque? Alors pas du tout et c'est ça aussi, c'est trop rigolo parce que les gens maintenant me disent: «Ah là là, super et tout», mais ça n'a pas du tout commencé comme ça. J'avais une idée de mon taf, en gros, du moment parce que souvent on a et d'ailleurs c'est mieux, vaut mieux partir avec une idée qui est en rapport avec ce que tu savais faire. Donc moi, j'étais directrice commerciale, je voyais la difficulté et le temps que ça prenait de recruter des commerciaux et je m'intéressais déjà au freelancing. Donc en connectant les 2, je me suis dit: «Ah je pourrais faire des commerciaux freelance, plug dans, différentes entreprises et je suis sûre que ça marcherait encore mieux que de recruter des commerciaux, d'attendre 6 mois qu'ils arrivent et compagnie». Et donc c'est ça que j'ai testé et donc pour le tester, je suis devenue moi-même freelance. Je me suis mise en freelancing en parallèle pour tester le truc dans des boîtes, pour voir si le MVP, c'est-à-dire moi, ça fonctionnait et je me suis rendu compte que oui, dès lors qu'on connaît les bonnes techniques de vente,
En fait, on peut vendre n'importe quoi. Il suffit d'avoir, le playbook et donc ça a validé mon idée et c'est ça que j'ai lancé au départ et c'est pour ça que j'avais fait un podcast qui, au départ, était censé parler aux dirigeants. C'est pour ça que ça s'appelait Le Board et puis, en fait, chemin faisant, j'ai tellement aimé la vie de freelance que j'ai eu envie d'explorer plus ça. Je me suis dit: «L'histoire de la start-up là, bon, c'est pas vraiment une start-up, c'est plus une sorte d'agence. Bon, je le ferai si toutes mes autres aventures, marchent pas, mais je le mets un peu en stand-by» parce que je me suis rendu compte aussi que ça allait me rendre une vie, un peu chiante, quoi. En gros, j'allais devoir, recruter des freelances, déplacer chez les gens et cetera. Donc c'était presque ma vie en pire, avec encore moins de liberté et c'est là que j'ai pivoté le board légèrement sur les freelances et en gros, l'idée, c'était le board que tu n'as pas quand tu es tout seul. Parce que quand tu es freelance, tu as aucune personne qui bosse avec toi, donc tu dois tout faire toi-même. Et puis, 2 ans plus tard, ça a tellement intéressé les gens que j'ai commencé à avoir des petits messages et cetera, me disant, «Ta méthode, ça m'intéresse. Où est ta formation?» et cetera. Chose que j'avais pas du tout à l'époque et c'est là que j'ai compris qu'il y avait un business model possible derrière le podcast qui est les formations, les partenariats et boum, à partir de là, c'était parti. Donc j'ai continué à faire un peu de freelance en parallèle, mais petit à petit, le board est devenu ce que c'est aujourd'hui et finalement, c'est ce modèle-là qui me fait vivre aujourd'hui. Donc tu as continué le podcast à l'origine un peu sans trop savoir, ce que ça allait donner? Exactement. En fait, je m'étais dit: «J'aime bien les podcasts, vas-y, je peux en faire un». En plus, je m'étais dit: «Ça, c'est OK, je peux le combiner avec mon taf, personne va m'engueuler si je fais un podcast sur les dirigeants». Au contraire, c'est plutôt positif. Donc ça a été mon petit truc à moi, mon petit loisir, pro à côté de mon boulot. Oui et ça, c'est vrai que c'est un sujet qui est important parce que souvent quand on se lance, dans les 2 en même temps, on a toujours un peu peur que ça se sache dans son travail actuel. On n'ose pas s'afficher, sur les réseaux. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as des conseils pour que les personnes osent se lancer? Ouais, écoute, moi j'ai je l'ai vécu d'une certaine manière, je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais moi, en gros, je l'ai pas dit. J'ai pas demandé l'autorisation parce que je me suis dit: «Si je demande l'autorisation, en fait, peut-être qu'on va me dire non». Parce que le côté un peu, «Tu as trop d'idées» et tout ça. Donc j'ai lancé mon podcast. Au début, j'avais un peu honte d'en parler sur mon LinkedIn, donc j'avais lancé un compte Instagram au nom du podcast que personne ne suivait et à un moment, je me suis dit: «Bon, c'est quand même un peu dommage d'avoir, 4 ou 5 000 personnes», j'avais dans mon réseau sur LinkedIn, depuis longtemps, dormant, alors que j'avais genre 200 personnes sur Instagram, tu vois? Donc pour parler de mon podcast. Donc un jour, je me suis motivée, j'ai dit: «Vas-y, je poste un post par semaine, chaque semaine sur mon podcast pour dire quel est l'invité que j'ai eu, c'est quoi la citation et de quoi parle l'épisode». Et ça a commencé comme ça et donc pour la petite histoire, un jour, je suis au bureau et puis, je croise le DRH et tout, qui dit: «Ah sympa ton podcast, Flavie, je savais pas que tu as un podcast». Puis voilà, ça en est resté là, en fait, tu vois? Comme quoi aussi on s'imagine, tout un truc et tout, comme si les gens, ils allaient scruter ce que tu fais et tout. En vrai, il y a pas de raison et puis même quand bien même j'aurais dit, «Écoute, je fais ce que je veux de mes soirs et de mes week-ends, en fait. Si j'ai envie de faire un podcast sur le management pour être meilleur manager, bon voilà». Donc en gros, je me suis sentie à l'aise par rapport à ça et comme ça, j'ai mis un petit doigt dans l'engrenage et la deuxième salve, de LinkedIn, je l'ai fait quand j'étais en congé mat, pour mon deuxième enfant, où là, je me suis dit: «Bon, ça me raccroche à quelque chose de professionnel, mais sans trop de pression, 1 heure par jour». Comme ça, je suis pas que dans les couches et en même temps, comme je suis en congé mat, je fais ce que je veux. Tu vois, il y avait ce petit côté, séparation vie pro, vie perso. Voilà comment moi je l'ai fait. Mais après, je pense qu'en vrai, c'est complètement OK d'avoir la conversation avec son boss, surtout que moi, hein, tu vois, c'était quelque chose d'aligné avec mes compétences, mon métier et notamment, j'ai utilisé beaucoup de ces compétences-là plus tard pour améliorer certains trucs dans le boulot. J'avais organisé des lives avec les équipes pendant le covid puisqu'on ne pouvait pas les voir. Tout ça, j'avais appris à faire ça, grâce à mon podcast. Oui, c'est vrai qu'on se fait toute une montagne, en fait et puis au final, quand on arrive au moment et puis que ça cesse, c'est surtout en plus, je trouve qu'il y a beaucoup plus de réactions positives que de réactions négatives. Et donc, tu as lancé ta formation d'abord le board alors? Tu étais toujours, salariée à ce moment-là? Non, j'ai, du coup, quand est-ce alors je suis partie, après mon deuxième congé mat. Parce que, c'est souvent des moments favorables pour, négocier son départ aussi. Donc je me suis dit: «Bah, allez, c'est le moment». Je suis pas forcément prête, mais let's go et donc avant mon retour, en anticipant bien, on s'est mis d'accord. Comme ça permet de réorganiser l'équipe, tu vois? De pas, mettre toute l'équipe sans dessus dessous et moi, il y a eu un petit côté lassitude où en gros, mon premier congé mat, c'était marrant. J'ai tout anticipé, nin nin nin, j'ai délégué plein de trucs, j'étais contente. Le deuxième, ça m'a saoulée de refaire la même chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Côté: «OK, c'est bon, j'ai vu comment ça se passait». Dans la même équipe en plus, donc
vraiment, il y a eu un côté répétition, lassitude qui m'a, décidée aussi à partir pour de bon dans l'entrepreneuriat parce que je pense que j'aurais pu rester, à combiner les 2. Mais moi, j'ai fait le choix de partir. Après, je voulais partir à Nantes aussi, donc c'est vrai que ça me coinçait un peu de rester, je sentais venir le coup qu'après le covid, il faudrait revenir en présentiel, tout ça. Et enfin, on m'a proposé des postes aussi. Et en fait, on m'a proposé des postes en interne, à l'international et à l'externe aussi parce que quand j'ai fait mon podcast, j'ai dû ressortir en haut de la pile dans les gens un peu plus visibles et j'ai reçu plein de propositions de postes. Et en fait, en passant les entretiens, je me suis rendu compte que, bah, j'étais pas méga motivée, tu vois? C'était pas contre eux, mais en fait, en gros, c'est comme si dans ma tête, elle avait déjà décidé avant moi, tu vois? Elle savait déjà que ma prochaine aventure, elle serait entrepreneuriale. Et moi, j'ai mis un petit peu de temps avant de me raisonner, avant de comprendre ça, et donc passer les entretiens et aller jusqu'au bout et qu'on me propose un truc et où j'ai dû dire non, là, je me suis dit: «Bon, ben, en fait, voilà, allez, je vais négocier mon départ, ciao». Oui, tu savais pas encore, tu étais pas encore sûre de toi de vouloir faire, le switch et c'est vrai que c'est marrant parce que c'est souvent un élément déclencheur, l'arrivée, d'un enfant, pour une reconversion. Parce que c'est aussi un moment de pause, donc souvent c'est un moment où on a le temps un petit peu de se poser des questions, de dire: «Est-ce que j'ai envie d'y retourner?» Et donc comment tu as fait pour savoir un peu ce que tu voulais faire? Parce qu'à ce moment-là, donc tu as tout le podcast, j'imagine que ça grossit, ça marche de mieux en mieux. Mais quand tu pars, en fait, tu sais pas exactement, ce que tu vas faire. Alors ça, c'est la beauté du freelancing parce que contrairement à ce que tu crois, mon podcast, bah, déjà, je trouve que ça grossissait pas tant que ça. Enfin, tu vois, en gros, le podcast, c'est vraiment, ingrat. Tu vois, je sais pas comment dire. J'avais peut-être que je réinvente la vérité, mais je crois pas. Je crois que j'avais peut-être, 100 ou 200 personnes par semaine qui écoutaient mes trucs. C'est pas non plus, le Stade de France. Donc voilà, je gagnais pas d'argent avec parce qu'à l'époque, je savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec son podcast et j'avais pas d'idée de boîte parce que du coup, je m'étais dit: «Bon, bah, je vais pas faire, les commerciaux, fractionnalisés, je vais faire autre chose». Donc en gros, la magie du freelancing, c'est que tu sais que tes compétences, elles ont une valeur sur le marché et même sans produit, sans site, sans entreprise, rien, tu peux les vendre. Et donc moi, à cette époque-là, je me suis vendue, 800 € hors taxe la journée, directrice commerciale externalisée, à des startups qui étaient contentes, d'avoir, quelqu'un de mon niveau d'expertise pour ce prix. J'ai commencé comme ça et en fait, j'ai fait une première année, à peu près à un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires en freelance, donc c'était cool, c'était rassurant. Mais c'est là aussi que je me suis rendu compte que, ben, j'étais moins bien payée que ma vie d'avant. Parce qu'en fait, 100 000 €, c'est pas dans ta poche, c'est 100 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Moi, j'étais en société, j'avais un peu de frais et cetera, donc du coup, je sais pas, on va dire, tu as la moitié dans ta poche au final et donc alors que moi, quand j'avais, une bonne situation, j'avais un salaire, on va dire à 6 chiffres. Donc bah, là, je me suis dit: «Bon, bah, 1er problème, OK», et c'est comme ça que j'ai découvert le soloprenariat où en fait, du coup, c'est un truc qui te permet de vendre un peu autre chose que juste ton temps et ta journée. Voilà, et en tout cas, pour répondre à ta question sur la transition, l'énorme avantage, c'est que tu sais que tu auras pas 0 revenu quand tu pars, contrairement à si tu crées une start-up et que ça te met 3 ans avant de trouver ton product market fit et que là, tu peux effectivement avoir un risque de t'appauvrir, vraiment. C'est vrai que c'est une bonne idée. En tout cas, je trouve que ça va beaucoup conseil pour les auditeurs qui voudraient se lancer, et se reconvertir, de proposer, en fait, ce qu'ils font exactement en tant que freelance. Ça a été facile pour toi de trouver des clients? Ben ouais, écoute, tu as des plateformes de freelance au début, ça peut t'aider, ton ancien réseau, tu vois, un tel qui connaît un tel, qui va te mettre en relation avec un tel et oui et puis surtout, en freelance, ça va vite. En fait, si tu réponds à un vrai besoin, dont les entreprises ont besoin, en fait, tu ça vient vite d'avoir des missions presque tout le temps, voire même un seul client, donc ça peut être aussi un peu dangereux. Mais, en tout cas, si le client, il te prend 3-4 jours par semaine, bah, c'est bon, quoi, tu vois? Tu as fait ton chiffre d'affaires de l'année. Et alors, comment tu as eu l'idée de Le Board et puis, de ce que c'est actuellement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'évolution? Ben, écoute, au départ, j'ai fait ce podcast pour apprendre le freelancing parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Ça avait un rapport avec ma boîte que je voulais créer, donc je devais comprendre comment ça marchait le freelancing. Après, j'étais freelance moi-même, donc je voulais m'améliorer, donc j'ai interviewé des freelances meilleurs que moi. Et c'est beaucoup comme ça que ça se passe quand tu te lances en freelance parce qu'il n'y a pas trop d'écoles de freelancing, donc tu demandes autour de toi. Alors, je sais pas, le client, il me demande quel prix je me vends, je mets quel prix, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et chemin faisant, donc je développe un peu une sorte de méthode pour moi parce que moi, j'avais mon podcast
à côté de mon freelancing. Donc, j'étais quelqu'un déjà de diversifié. J'avais, entre guillemets, 2 activités. Et puis, je suis interviewée sur un autre podcast d'un pote et je parle de ce modèle de freelance diversifié, hyper freelance, solopreneur, voilà. Et je commence à expliquer comment moi, je gagne plusieurs sources de revenus, et cetera, et cetera. Et ça, ce moment-là, ça a été un moment charnière parce que je pense que personne trop en parlait en France et j'ai eu plein de messages, c'est intéressant, et cetera. Donc, c'est là que j'ai vu, pour répondre à ta question, une forme de traction. C'est-à-dire qu'en gros, ce sujet-là, par rapport à tous les autres sujets que j'avais abordés avant, plaisait, tu vois, était intriguant, remplissait ma boîte de messages et tout. Donc je me suis dit: «Ah, il y a peut-être un truc» et donc là, ce qui s'est passé, c'est que le soir, après mes missions clients, j'ai essayé d'écrire dans un Notion, dans un petit guide, c'était quoi ma méthode, tu vois? Parce que j'avais mis quelques bullet points pour répondre à un podcast, mais si je l'ai développé, j'ai essayé de la développer et j'ai essayé de trouver un peu une ossature et c'est là que j'ai trouvé la méthode des 4 piliers de la scalabilité qui me sert aujourd'hui de méthode signature, de méthode pour apprendre aussi à d'autres freelances à devenir solopreneurs. Et au départ, donc c'était juste un guide Notion. J'ai écrit et après j'ai essayé de vendre ça à des gens. Voilà. Enfin, en gros, à ceux qui m'avaient contacté. Et donc là, les gens m'ont dit: OK, go, j'achète ton truc». C'était pas cher, c'était genre 400 € hors taxe, un truc comme ça, tu vois? Et après, d'autres m'ont dit: «Ouais, OK, mais moi je préférerais, que tu m'apprennes ça, toi et puis qu'on soit plusieurs à apprendre ça» et c'est en fait, ça, c'est le modèle cohort based, programme, donc modèle bootcamp. Donc là, j'ai essayé de réunir une première cohorte et je me rappelle, ma première cohorte, c'était 7 freelances à 1 000 € pour apprendre cette façon de freelancer là, donc c'est l'ancêtre de mon bootcamp et de l'incubateur solopreneur et aujourd'hui, le bootcamp, c'est 1 par trimestre, 12 personnes à 7 000 € par personne et l'incubateur, c'est, l'incubateur solopreneur, c'est quelque chose que j'ai fait en ligne avec accès à toutes mes ressources, un live tous les vendredis, tous mes templates, des formations en ligne et cetera. Donc, un peu la même idée, mais version abonnement annuel. Voilà, donc tu vois, ça a pris, peut-être 3 ans avant d'arriver là, de passer de 7 000 à peu près, 300 000 € de chiffre d'affaires sur cette activité. Ouais, parce que c'est beaucoup de création de contenu aussi quand tu veux lancer une formation. Et alors, qu'est-ce que c'est solopreneur pour toi? Et à qui ça s'adresse? Est-ce qu'on peut être solopreneur dans tous les domaines? Tu vois un petit peu pour qu'on ait une idée? Ouais, alors solopreneur, c'est vraiment l'idée, un peu comme en gros, un peu comme le freelance, sauf que le freelance, il va vendre son temps. En gros, il va vendre ses journées et son temps est limité. Donc, ce que je te disais, c'est que souvent, tu es limité à 100-150 000, 200 000, allez, si tu es vraiment hyper fort en termes de chiffre d'affaires par an. Là où le solopreneur, il va essayer de créer un produit dit scalable, c'est-à-dire qu'il peut se vendre sans lui. Donc, par exemple, moi, je pourrais faire grandir mon podcast, vendre des partenariats et plus j'ai d'écoute, plus je gagne de l'argent. Donc, ça dépasse mon temps. Ou je peux continuer à vendre l'incubateur et l'incubateur, j'ai pu faire 300 000 € de chiffre d'affaires, ce que j'aurais été absolument incapable de faire à 800 € la journée. Donc, tu vois, c'est vraiment ça la différence, c'est de chercher un produit scalable qui va dépasser tes propres limites. Souvent, le solopreneur aussi, il bosse avec d'autres gens quand même parce que même si c'est des choses digitales, souvent, ça prend quand même un peu de temps. Moi, j'ai un peu d'équipe freelance qui m'aide. Donc, j'ai pas de salariés, mais j'utilise des freelances ponctuellement. Donc, à peu près, j'ai estimé à 20% d'un équivalent temps plein de gens qui vont m'aider à monter mes vidéos sur YouTube, je sais pas, assistant administratif, tu vois? Donc, tu es pas complètement solitaire. C'est juste que tu as pas d'associés et tu as pas de salariés. Donc, ça change quand même la donne si jamais demain, moi, je veux fermer ma boîte. Ciao, bye bye, tu vois, j'ai pas de je peux pas faire un plan social ou des trucs comme ça. Donc tu te sens quand même beaucoup plus libre et beaucoup moins, contraint. Et après, oui, ça peut être tous les domaines, mais c'est quand même souvent le digital. Pourquoi le digital? Parce que les façons de scaler, c'est la tech, c'est-à-dire que, avec un média que tu publies sur internet comme toi, ton podcast, tu peux toucher des milliers de personnes. Alors que si je dois, prospecter des boulangeries, dans mon quartier, je vais être limitée par mon temps, par mes déplacements. Donc tu vois, il y a un petit côté souvent, c'est des produits dits numériques. Donc soit un média, genre une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube, de la prestation intellectuelle, parce que intellectuel, c'est nos limites, en fait. Tu vois, si les gens trouvent de la valeur dans ma méthode des 4 piliers, ils vont l'acheter, et puis, j'ai pas besoin d'être là. Ils vont trouver cette méthode-là, via d'autres biais. Des formations, quoi. Voilà. Mais ça peut être aussi un logiciel. Il y a des solopreneurs qui transforment leur expertise de freelance en un logiciel qui devient payant.
Tu vois? Donc il y a plein de business models possibles. Ça peut être aussi, des partenariats et cetera. Donc je pense que c'est assez large. Après, voilà, moi souvent, c'est plutôt quand même des gens dans l'univers du digital. Et qu'est-ce que tu penses, des formations en ligne actuellement? Parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de concurrence, de plus en plus de personnes qui se lancent. Est-ce que tu penses que c'est encore possible, de lancer sa formation en ligne et d'y arriver, tu vois? Est-ce que tu penses qu'il y a encore de la place pour des nouveaux arrivants? Ouais, alors je pense que oui. J'ai enregistré un épisode il y a pas longtemps sur ça, avec ma nouvelle émission, la Solo Nation, donc tu as de la chance, j'ai révisé mes dates. Je crois que ça va Oui, faire, parce que tu viens de lancer, une émission sur, ta chaîne YouTube, donc je mettrai le lien pour les auditeurs où, justement tu fais intervenir pas mal de personnes sur des sujets. bah, c'est ça, on raconte un peu la vraie vie des solopreneurs, y compris les mythes, parce que tout le monde cherche le fameux revenu passif. Mais déjà, le revenu passif, il n'existe pas, parce que si tu fais une formation, derrière, faut la vendre. Donc, soit tu fais de la pub, soit tu fais des podcasts toute la journée pour, raconter des trucs intéressants qui donnent envie d'acheter ta formation. Donc, tu vois, ça, c'est le premier truc que je voudrais dire. Par contre, le marché de la formation en ligne, il est énorme. C'est 400 milliards. Donc, en gros, de plus en plus de personnes se forment comme ça. Par exemple, moi, quand j'étais salariée, je me formais en formation en ligne. J'allais pas aller pendant ma journée de travail, dans un campus d'un autre truc pour dire: «Ah coucou, je me forme sur l'entrepreneuriat», tu vois? Ça l'aurait pas fait, c'est plus discret la formation en ligne. Moi, freelance solopreneur, je me forme que en ligne. Tu me verras jamais mettre les pieds dans un dans un campanile, avec un formateur pendant 2 jours comme on faisait en entreprise pour apprendre un truc. Je me forme sur YouTube, j'écoute des podcasts et tout. Donc clairement, je pense qu'il y a un gros, boulevard. Par contre, faire une formation en ligne, c'est extrêmement dur parce qu'il faut absolument bien trouver le produit parfait et pour ça, je pense qu'il faut très, très bien connaître, son persona, son marché, les problèmes qu'ont les gens et tout ça. C'est pour ça que c'est pas souvent le premier truc que tu fais quand tu te lances dans l'entrepreneuriat et d'ailleurs, faire du freelancing permet de mieux comprendre les problèmes de tous les clients que tu as les uns après les autres. Quand tu vois que les 10 clients que tu as eu dans l'année, ils ont tous le même problème, déjà, tu te dis: «Ah tiens, peut-être que là, il y a un nœud qui pourrait faire l'objet d'une formation en ligne» et c'est comme ça que tu commences à avoir l'idée. Il faut aussi beaucoup de compétences. Il faut être, pédagogue, il faut être bien organisé, il faut savoir produire du contenu intéressant et surtout, il faut savoir vendre et donc ça, c'est toutes les techniques marketing qui seront pas forcément, que les gens n'aiment pas forcément donc faut soit se mettre sur le devant de la scène, soit faire des pubs donc tout ça, c'est quand même un peu technique donc je dirais pas que c'est le business model qui me vient en premier pour les débutants qui se lancent. Alors justement, pour les auditeurs qui voudraient, se lancer, et puis amorcer leur projet de reconversion, tu as écrit le livre «Salarié diversifié». Alors par quoi tu conseilles de se lancer pour, lancer son side project? Bah, écoute, moi j'ai écrit ce livre un peu parce que, contrairement à toi et à tes invités et tout qui avaient des idées de reconversion, moi j'en avais pas. Tu vois? Je savais que je ferais peut-être pas salariée toute ma vie, mais je savais pas quoi faire. J'avais pas de projet passion. Néanmoins, je me suis quand même lancée et puis tu as vu par rapport à mon histoire que, bah, finalement maintenant 5 ans plus tard, je fais pas la même chose qu'il y a 5 ans et c'est OK et en fait, j'ai voulu après raconter un peu mon parcours pour que tous mes potes salariés qui me disent encore, au bout de 2 ou 3 ans: «Oh là là, j'aimerais bien comme toi lancer, mon podcast» ou et qui ne font pas ça parce qu'ils ont peur, parce qu'ils me disent: «Mais j'ai pas encore la bonne idée et tout», bah, qu'ils soient pas, dans l'immobilisme, tu vois? Parce qu'après ça te fait un petit côté un peu regret où tu es là, tu deviens un peu, presque, «Ah mince, je me» ouais, un peu aigri: «Je me lance pas, fait chier, mon taf, j'en ai marre et tout». Et je trouve que, c'est une très mauvaise idée de se dire: «J'attends l'idée de génie avant de me lancer». Donc c'est pour ça qu'en gros, je propose cette, en fait, cette 3e voie un peu, c'est de dire, bah, se reconvertir, c'est pas toujours évident pour les gens financièrement notamment. Rester salarié, bon, on sait que c'est un peu, je vais pas dire dangereux, mais presque, parce qu'un peu, tu peux un peu te faire placardiser et tout. Moi, ça allait avant mes 40 ans et compagnie, j'étais un peu dans le pic de ma carrière, mais après, bon, voilà. Et là, moi, je propose salarié diversifié, c'est-à-dire tu restes salarié et tu consacres un petit peu de temps à côté, de ton temps libre, à, être solopreneur et comme c'est un format qui est très light, qui est très minimaliste, tu as besoin de rien, quoi, tu as besoin d'un ordi et puis c'est tout, qui est digital, où tu vas pouvoir utiliser en plus maintenant les nouvelles technologies, le no-code, l'IA qui est arrivé depuis que je me suis lancée. Donc en fait, tu peux faire les choses très vite et sans trop te prendre la tête, tu peux rapidement générer un complément de revenu. Moi, je trouve que, par exemple, genre 1 000 € de complément de revenu par mois, c'est tout à fait facile à générer. Par exemple, tu vends, bah, 10 heures de consulting à 100 € hors taxe de l'heure sur ton métier. Trouver 10 clients par mois, bon, c'est facile à faire et donc tu vois, tu prends un de ces business models-là, tu le lances en parallèle et
Et voilà. Et enfin, un deuxième truc que je trouve qui est bien dans ce modèle salarié diversifié, c'est que tu peux te lancer en créant d'abord un média, donc en prenant la parole sur ton expertise, un peu comme moi je l'ai fait avec le podcast, parce que au début, tu n'as pas d'idée, et à force de parler à des gens qui sont intéressés par ce que tu racontes, ils vont te raconter leurs problèmes. Là, tu vas te dire, ah ben tiens, ils ont ce problème, je pourrais créer ce produit. Un peu comme mon histoire. En gros, je gagnais pas d'argent, puis d'un coup, les gens m'ont amené un problème et je me suis dit, ok, je vais essayer de le résoudre. Et c'est ça qui m'a permis de créer le bon produit pour la bonne personne au bon moment. Alors qu'au départ, tu as vu, j'étais pas du tout partie sur cette idée. Oui, parce que c'est vrai que entre notre idée de départ et puis ce qu'on fait au final, et c'est un petit peu comme les reconversions, je trouve que tant qu'on n'a pas testé aussi, entre l'idée qu'on a d'un métier, d'une reconversion et ce que c'est concrètement, souvent il y a aussi un monde. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de se lancer. Et avec ton livre, est-ce qu'il y a aussi une formation ou c'est pour l'instant c'est un livre? Alors au départ, en fait, j'ai créé une formation directe. Parce que moi, du coup, ça y est, je suis partie quoi dans le modèle, OK, le marché veut ça, donc je donne, tu vois? Et quand tu fonctionnes comme ça, c'est beaucoup plus simple de créer un produit, et donc ce que je m'étais dit: «Tiens, j'ai une intuition». Je pense que en fait, plusieurs copains salariés m'avaient demandé comment j'avais fait. Donc je me dis: «Ça se trouve, ça intéresse d'autres personnes». Donc j'en ai parlé sur LinkedIn. Je me suis dit: «Si j'ai un certain nombre de personnes qui s'inscrivent sur la liste d'attente, je crée cette petite formation». Donc tu vois, j'ai d'abord prévendu un peu avant de créer. Là, j'ai eu, une centaine de personnes inscrites. Donc j'ai créé un petit bootcamp pour aider les gens à se lancer, en salarié diversifié. Et après, j'ai enregistré ça sous forme de vidéo et je l'ai mis en self-service parce que c'est plus adapté quand tu es, salarié que d'avoir des dates fixes. Donc ça m'a créé un petit programme. Et en fait, a posteriori et grâce à l'aide notamment de l'IA et tout ça, ou de freelances qui m'ont aidée, j'ai transformé la méthode en livre. Parce que, solopreneur, je trouve que ça fait un peu geek et tout. Tu vois, il y a déjà des gens qui me disent: «Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends pas bien et tout». Alors que salarié diversifié, j'ai senti aussi le potentiel un peu plus grand public, tu vois, du sujet, et je trouve que l'aborder comme ça, c'est plus simple. Ensuite, les gens rentrent dans mon univers, ça sera peut-être mes futurs auditeurs du board. Déjà dans le board, je sais que j'ai 25 des gens qui sont salariés diversifiés qui m'écoutent. Donc voilà, je me suis dit: «Le livre, ça sera une bonne brique supplémentaire». C'est pour m'amener des futures personnes intéressées sur le soloprenariat et aussi un angle peut-être un peu plus grand public pour toucher les médias, tu vois? Parce que je vois pas trop, le monde, parler de soloprenariat. Par contre, quand je les ai contactés sur salariés diversifiés, la polyactivité et tout, ça les a intéressés direct. Oui, donc en fait, tu aurais la formation de salarié diversité, puis la diversifiée, pardon, puis la formation, le board, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, j'ai un peu trois personas, quoi. J'ai le salarié diversifié, il en est un peu au début. Ensuite, il y a le freelance et puis après, il y a comme moi le solopreneur expérimenté. Donc bon, au début, vous prenez pas la tête. Déjà, si tu gagnes de l'argent avec au moins un produit, c'est bien en tant qu'entrepreneur. Et bien sûr, moi, comme ça fait 5 ans maintenant, je me dis: «Je peux commencer à servir peut-être ces 3 publics». Et alors, comment tu organises ton activité aujourd'hui? Parce que c'est assez incroyable tout ce que tu fais, surtout en tant que solopreneur. Comment tu fais? En fait, c'est mon principe d'écosystème. C'est ce que je te disais, tout à l'heure, mes fameux 4 piliers. Moi, j'estime que pour être un bon solopreneur, il faut avoir cet écosystème-là. Donc il est très simple, hein. C'est une expertise, donc une offre, un truc que tu sais faire. Donc typiquement, moi, je sais faire, la scalabilité des indépendants. 2, un média, donc quelque chose, qui permet de faire connaître ton expertise. Donc toi, c'est ton podcast. Moi aussi. 3, il te faut un produit scalable. Parce que tant que tu vends ton temps, tu es bloqué, tu peux pas monter. Donc moi, ça a été mon incubateur. Et 4, il te faut une communauté, c'est-à-dire des gens que tu vas utiliser, qui vont t'aider en fait, parce que tu peux pas faire tout seul. Et solopreneur, c'est pas solitaire. Donc moi, j'ai les fans du podcast qui vont m'aider, qui vont m'encourager, qui vont faire monter mes audiences. J'ai mes clients qui vont me recommander, tu vois, des gens comme ça. Et puis aussi, j'ai des freelances qui m'aident. Et donc, en gros, j'organise mes semaines un peu comme ça, où toutes les semaines, je prends du temps pour faire mon média, parce que je sais que c'est du temps, mais c'est pas du temps perdu, c'est du temps investi, et demain, ça m'évitera d'avoir à prospecter. Ensuite, toutes les semaines, j'essaye de pas faire que vendre mon temps. Moi aussi, hein, j'ai des to-do list à rallonge, comme tout le monde, mais tu sais, j'essaye toujours de me dire, oh, passe au moins 2, 3 heures, 4 heures peut-être à créer des systèmes qui seront plus scalables. Tu vois, au lieu de faire une chose une fois, là, en ce moment, je suis en train de me dire, des choses que je fais toutes les semaines, est-ce que je peux pas construire un agent IA qui m'aide à les faire plus vite? Alors oui, c'est très pénible au début parce que je vais faire 3 jours au lieu de 1 heure pour faire la tâche. Mais demain, ça m'aidera à garder du temps pour moi. Et voilà, et puis la communauté, c'est, aller voir des freelances, organiser des événements, passer du temps à discuter avec eux aussi parce que c'est eux qui vont nourrir
mes idées de podcast. Tu sais, je commente beaucoup sur les réseaux sociaux, je suis très active sur LinkedIn et les gens ils me disent: «Ah bah, confie ça à un community manager», mais je sais pas, je suis pas trop d'accord parce qu'en fait, moi, c'est le pouls aussi, tu vois? Le pouls de mon marché. Les gens, je vois comment ils réagissent, ils me disent: «Mais ça veut dire quoi? C'est quoi la différence entre freelance ou solopreneur?» Pouf, ça me donne une idée de podcast. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que j'organise mon temps et après pour être vraiment hyper prosaïque, ma semaine, moi j'ai des enfants donc elle est quand même contrainte aussi. Donc je vais dire que je vais passer au moins un jour à faire, le bootcamp, donc à coacher mes alumni. Un autre jour sur le podcast ou mes émissions YouTube. Un troisième jour sur, l'incubateur, le faire grandir et cetera et après, bah, les 2 autres jours, ça va être, je sais pas moi, les urgences ou les projets. Les projets, tu vois, ponctuels, comme par exemple écrire le livre. Bah, en tout cas, ça fait pas mal de choses quand même, c'est assez impressionnant je trouve, tout ce que tu arrives à faire. Et alors ça serait quoi? Donc tu as déjà pas mal évolué, hein, depuis que tu t'es reconvertie. Mais quel serait ton plus grand rêve professionnel? Waouh! Écoute, non mais moi mon rêve, oui, je sais ce que c'est. C'est qu'en fait, là, je l'ai dit dans cette année, quand tu sais, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn pour un peu, j'ai dit: «Moi, je veux je documente en public, la construction de mon business à 500 000 € par an». Et en fait, mon rêve, c'est ça, c'est d'arriver à générer du chiffre d'affaires scalable, c'est-à-dire, qui dépend pas que de moi et de m'aménager aussi une vie, la plus libre possible. Donc, un peu cette double contrainte d'avoir du temps et quand même de l'argent et ça, je pense que c'est possible en intégrant des technologies et tout ça. Parce que voilà, je l'entrepreneuriat, c'est génial, mais c'est aussi fatigant. Je veux profiter de mes enfants. J'ai besoin de temps un peu pour aller surfer de temps en temps, même si je suis nulle, s'il y a des bonnes vagues, des bonnes conditions, il faudrait que je puisse partir. Donc, ça m'invite à, voilà, reconsidérer ma façon de travailler et au final, ça devient un peu philosophique, mais c'est genre, est-ce qu'on a besoin de tout sacrifier pour entreprendre? La réponse est non. Aujourd'hui, il y a d'autres façons de faire. Donc c'est aussi ce que les Américains appellent, lifestyle business, c'est-à-dire vraiment un business qui te paye bien, dans lequel tu es pas précarisé, mais qui respecte ta vie. Donc je cherche vraiment cet équilibre. Est-ce que je le trouverai, ou c'est une quête infinie? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'aime bien l'idée de chercher. Tu vois? En fait, quelque part, le chemin, presque pour moi, est plus important que la destination. Je sais pas trop où je vais, mais je trouve que c'est intéressant cette recherche entre les 2. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup aussi en ce moment de ralentir, de un peu se concentrer sur l'essentiel, que finalement on a tendance parfois à vouloir tout faire, à essayer beaucoup de choses et puis qu'on se fatigue un petit peu et que c'est pas forcément nécessaire pour réussir dans ce business. Donc ça va un petit peu avec ce que tu recherches. Alors, dernière question, c'est toujours la question de la fin. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Alors, là, c'est marrant, tu me poses la question, j'ai que les pires conseils qui me viennent. Tu sais, c'est un peu l'esprit de revanche. Tu vois, on m'avait dit, «Faut que tu sois spécialisé», enfin, des trucs comme ça, moi, je pense que je suis un petit côté un peu, touche à tout, généraliste et tout. Je pense que le meilleur conseil, c'est, de pas avoir peur du regard des autres. Parce que moi, du coup, c'est un peu la monnaie de ma pièce, quoi. Le côté bonne élève et tout, j'étais tétanisée et en fait, le fait de prendre la parole en ligne, ça m'a décoincée. Je me suis rendu compte que bon, bah, ça va, on survit, que tout va bien et ça m'a permis vraiment de trouver mon style aussi. Tu vois? Je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je raconte, j'explore les trucs qui m'intéressent. Enfin, vraiment, ça, c'est très agréable aussi de pouvoir faire les choses pour soi sans penser forcément à ce que tous tes collègues, ton boss et tout ça va penser. Donc j'apprécie ce cadre plus ouvert, on va dire. Et c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais comment a réagi ton entourage et par exemple ta mère qui était prof de français à ta reconversion? Bah, écoute, ça allait parce qu'en fait, avant, j'avais déjà eu le passage où j'étais passée de la poste au privé et là, ma mère, trop chou, elle avait pleuré parce qu'elle m'avait dit: «Mais tu es sûre? Mais quand même, mais tu quittes la poste et tout, genre l'emploi à vie et tout». Tu vois, les fonctionnaires? Et je lui avais déjà dit à l'époque: «Mais maman, c'est fini l'emploi à vie, même pour nous». Tu vois, il y avait déjà des restructurations dans tous les sens et tout. Donc ça va, finalement, quelque part, le deuxième passage a encore plus de bizarreries, bah, ça l'avait immunisée, quoi. Enfin, voilà, donc c'était OK. Ils comprennent pas toujours ce que je fais non plus, c'est vrai que c'est pas évident ces trucs solopreneur, podcast et tout. Mais je pense qu'ils ont compris que je suis heureuse là-dedans. Tu vois, j'ai plus de temps aussi. Par exemple, des fois, je peux aller chez mes parents avec mes enfants pendant toutes les vacances scolaires.
je bosse un peu le matin et j'ai quand même l'après-midi avec eux. Ça, c'est un confort que tu peux pas avoir quand tu es quand même cadre dirigeant dans une grosse boîte à Paris. C'est mort, quoi. Tu prendras pas toutes tes vacances scolaires, faut pas rêver. Ouais, ils ont appris à apprécier. Un grand merci Flavie, donc je mettrai tous les liens de tes réseaux, tes formations pour les auditeurs qui voudraient découvrir ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as partagé. Merci beaucoup Claire-Vie. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.